du jour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique Chronique où, une fois n'est pas coutume, je vous parle nouvelle série. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le mid-season qui se traduit littéralement comme milieu de saison. C'est-à-dire sur la saison scolaire, on va dire de septembre à juin à peu près, il y a ce moment de break. Vous avez probablement dû souffrir, comme moi, de ce long break sur lequel on nous coupe nos séries qui ont déjà commencé en septembre pendant quelques semaines. Mais c'est aussi l'occasion pour certaines chaînes de lancer de nouvelles séries. Donc rassurez-vous, je les ai vues, j'en ai choisi 10 pour vous, que je vais classer de la pire à la meilleure, et je vous en parle tout de suite. Mes règles, je vous le rappelle, sont les suivantes. Vous saurez le titre, le genre, sur quelle chaîne ça passe aux États-Unis, le nom de son créateur, mais aussi le nombre d'épisodes que j'ai vus pour me permettre de faire ce jugement. En gros, si vous voyez que j'ai vu la saison entière, vous savez que c'est quand même une vue assez globale sur la série, tandis que si j'ai vu qu'un épisode, c'est juste un instantané qui m'a permis de faire mon jugement, et je me trompe peut-être, vous serez seul juge. Je vous ferai le pitch de la série, je vous donnerai mon avis, le verdict bien sûr en canard, comme d'hab. Aussi l'audimat, histoire de savoir où est-ce que ça se situe à l'échelle du renouvellement possible aux États-Unis. Et de temps en temps, je vous balancerai une petite note supplémentaire, s'il y a un intérêt. Allez, passons aux choses sérieuses. La pire série des 10 que j'ai sélectionnés, numéro 10. Elle ne sait pas s'occuper d'elle-même, et pourtant, elle doit maintenant gérer les enfants de sa sœur, toute seule. Reprenant un pitch tout droit sorti des années 80-90, The Mick ne fera rire ou sourire que les fans du genre qui adorent les plats à réchauffer. De plus, il faut passer outre le charisme de son actrice principale pour vraiment apprécier le genre de ce sitcom filmé comme un drame. Bon, comme d'hab, j'ai envie de dire, la série que j'aime le moins est l'une de celles qui cartonne le plus. Le public QS et moi, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Oui, l'audimat de The Mick est plutôt bon, et à ce qui paraît, d'après ce qu'on dit, son renouvellement serait à peu près assuré. Donc voilà, ne prenez pas mon avis sur Argent Comptant, et allez jeter un coup d'œil si vous voulez. Moi, ce sera sans moi, merci. Numéro 8. Numéro 9. Je ne sais pas compter, visiblement. Une jeune femme a disparu. On dit qu'elle est aveugle et... Ah non, on l'a retrouvée en fait, elle est plus aveugle. Elle aurait été kidnappée en fait, et on me dit que... C'est quoi ce délire ésotérique? Vous vous foutez de ma gueule? Vous savez qu'en fait, The OA, ça veut dire... Alors The OA, comment dire? Je pense que c'est la série surfaite par excellence. Ça sonne comme un film indépendant, sympathique, qu'on aurait un peu étiré à l'envi. La preuve, c'est que la durée des épisodes, par exemple, n'est pas tout à fait égale. Je crois que c'est l'avant-dernier ou quoi qui fait qu'une demi-heure. Donc tu sens que les mecs ont un peu de mal à gérer leur propre rythme merdique, on va dire. Bon, même si honnêtement, j'ai été pris dedans au début, hein, j'y ai cru, mais je pense qu'au bout du compte, ça reste une série surfaite, quoi. Qui sait pas trop quoi faire de son idée originelle et qui la vend de manière un petit peu prétentieuse, sans pour autant suivre narrativement derrière. L'histoire n'est pas au niveau. Quand on sent une série déjà un peu à bout de souffle pour sa première saison, c'est jamais bon signe. Bon, comme elle passe sur Netflix, au niveau de l'audimat, c'est un petit peu le mystère. Tout ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'elle a été renouvelée pour une saison 2. Donc la suite, on l'aura. Quant à savoir si on veut la voir, c'est un autre problème. Numéro 8. On pourrait faire une série Le Magicien d'Oz. Genre une comédie musicale? Non, genre Game of Thrones avec pas beaucoup de violence parce qu'on est sur une grande network et pas du tout de cul. Oh putain, ça me botte. Alors on y va, on le fait, rien à foutre, on le fait. Donc bon, on sera en droit de s'attendre au pire et on n'aurait pas tort. La série commence correctement, puis on se rend compte qu'elle a des effets visuels ou des costumes un peu proches de Flash Gordon, pour ceux à qui ça parlerait. Bon, j'exagère un poil. Son univers fait clairement du pied aux fans de Once Upon a Time, seulement avec son acting un peu over the top, son histoire complètement bordélique et ses costumes plus que relatifs, la série est loin de faire rêver. En vrai, elle fait plutôt dents. La
série fonctionne, mais juste ce qu'il faut. Alors, il faudrait soit un renouveau pour être sûr que ça se renouvelle, soit vraiment une envie extraordinaire des exécutifs de la chaîne, mais perso, j'en doute. Numéro 7. Tiré d'une série de livres de 13 tomes du même nom, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire nous fait suivre, vous l'avez deviné, des orphelins. Seulement ceux-là sont marqués par une poisse phénoménale, ils passent de famille d'accueil en famille d'accueil et sont en plus poursuivis par le dernier membre vivant de leur famille, le comte Olaf, qui compte bien les buter pour hériter de l'argent familial. Quelqu'un a un truc à ajouter? Non? Personne? On y va? Un film avait servi de première adaptation avec Jim Carrey, et la série reprend quand même assez le visuel de la série. En gros, ils ont tout pompé à Burton, première époque. Ce style narratif mêlé à ce visuel bien particulier fonctionne dans le film, seulement en série c'est plus difficile. Même si l'impact visuel est bien là, le style narratif a plus de problèmes en ce qui concerne le format de série, en gros. Le vrai problème est que les épisodes sont comme un petit peu trop répétitifs. Et ça, c'est un vrai problème parce que pour une série qui passe sur Netflix et que t'es censé vouloir binger, enchaîner, eh ben, ça te donne pas cette envie en fait. Ils essayent de te vendre le concept de dire non, la série est trop déprimante, donc c'est ça qui va vous empêcher de la regarder, de manière ironique, mais en vrai, c'est le fait que c'est un petit peu ennuyeux qui va nous empêcher de la regarder. C'est visuellement très appréciable, il y a des bonnes idées, mais c'est répétitif, et quand c'est répétitif, j'ai pas nécessairement envie de me les enchaîner. Et quand t'as pas envie d'enchaîner un truc sur Netflix, je crois que tu signes un petit peu l'arrêt de mort de la série. Comme d'habitude, je vais le dire beaucoup de fois parce qu'il y a quelques séries Netflix dans cette liste, c'est le mystère au niveau de l'audimat, puisque Netflix ne révèle pas vraiment ses résultats, elle les donne en gros plus tard, mais on n'a pas d'infos particulières. Mais d'après ce qu'on a entendu dire, une saison 2 serait plus que possible, ce serait vraiment à moins qu'il nous ait caché que l'audimat était pathétique. On en saura plus tard, mais il y a de fortes choses. Petite note, le générique de cette série est vraiment top, avec une chanson qui vous pousse à éteindre la télé, à pas regarder. Je l'ai trouvé assez original et assez fun. Fin de la parenthèse. Numéro 6. Eric Carter est dans la merde. Il y a des terroristes qui préparent une attaque sur le sol américain et des politiciens qui sont probablement liés à l'attaque terroriste, sans compter qu'au CTU, il y a probablement une taupe. 24 quoi. Faut dire. 24, heure chrono en français, c'est toute une époque. Né en plein âge d'or des séries, ce thriller prenant a commencé à prendre du plomb dans l'aile quand les scénaristes ont prouvé qu'ils étaient incapables de se renouveler. Alors après, il y a plusieurs écoles au niveau de cette date. Il y en a certains qui disent à partir de la saison 3, d'autres à partir de la saison 6. Peu importe, quoi qu'il en soit, 24, c'est un excellent concept, très intéressant, qui reste un petit peu malheureusement cantonné dans son concept du moment qu'on reste dans le genre de thriller d'espionnage. Et c'est bien là le problème ici, parce que le fait de tirer une croix sur ce qui s'est passé avant, ça se passe dans le même univers, mais juste on n'en parle pas pour le moment, ça amène de nouveaux personnages, ce qui est super intéressant, seulement malheureusement, on retombe dans les mêmes carcans. La formule 24 est toujours bien là, mais le problème c'est que essayer de faire du neuf avec du vieux, ça marche que si on est à même de changer un petit peu la formule. Quand c'est pas le cas, t'as l'impression que c'est la saison 10 de 24. Et ça suffit pas. Le premier épisode de ce 24 Legacy est passé après le Super Bowl. Alors ce spot au niveau du timing, le Super Bowl et une série, c'est le spot en or. C'est genre peu importe la série que tu mets là, ça va cartonner. Ils l'avaient fait pour Friends, pour Big Bang Theory et je ne sais quoi d'autre. Et là ils l'ont fait pour 24. Et ça a fait le pire audimat depuis un paquet de temps. Laissez-moi vous dire que ça n'augure pas que des bonnes choses. Là, la série, je crois qu'elle se défend en audimat, mais quand ça commence comme ça, c'est quand même mal barré. Petite note, contrairement aux 8 premières saisons de 24, cette saison-là se passe comme la 9e, c'est-à-dire en 12 épisodes. Ça s'appelle 24, mais il n'y a que 12 heures. Voilà, donc c'est peut-être la bonne nouvelle, c'est que s'il l'annule, au moins on aura une fin. J'en sais rien. Voilà, fin de la parenthèse. Numéro 5. Deux flics qui n'ont rien en commun doivent s'allier. L'un est vieux et contourne un petit peu les lois, l'autre est jeune et marche dans les clous. Alors du coup, non, ce n'est pas l'arme fatale, c'est Training Day. Ils sont liés par une enquête, évidemment, genre le père de l'un était le collègue de l'autre, et pour résoudre son meurtre, enfin vous connaissez un peu ça. Un nouveau remake? Non, pas tout à fait, une suite en fait. Alors l'idée, le concept intéressant derrière, c'est de retourner un petit peu les rôles. Le fait du Training Day qui n'est pas celui qu'on imagine. Seulement, c'est pas suffisant. Parce qu'au bout du compte, on reste comme d'habitude dans le concept de série procédurale avec son meurtre et son truc à résoudre, et comme d'habitude, le petit fil rouge. Alors je sais, vous commencez à dire probablement que je suis un petit peu contre les séries avec chaque épisode, c'est le nouveau crime du jour et plus dans le truc qui se suit, et vous n'aurez pas tort.
Seulement ici c'est sympa, c'est plutôt bien foutu, seulement je vous rappelle on est quand même au numéro 5 de notre classement, donc on a la moitié, donc honnêtement ça passe, c'est sympa. Moi je le regarderai pas parce que je connais un peu la formule, mais c'est pas inintéressant. Le problème c'est que la série tombe trop facilement dans les poncifs du genre, et que en fait pour que ça soit intéressant, il faudrait comme d'habitude que la série dure pour commencer à développer une vraie intrigue, seulement, je vous dis pourquoi après le verdict. Le problème, c'est que l'audimat, il n'est pas là du tout. En fait, Training Day fait à peu près les mêmes scores que Rush Hour, la série. Et si Rush Hour, la série, ne vous dit rien, je pense que vous avez compris pourquoi. Elle était à la place de Training Day, et ils se sont pris un gros bide, et ils ont été annulés avant même la fin de la saison. C'était un carnage. Je ne sais pas si Training Day fera la même, mais c'est bien parti pour. Well, that's great. That's just fucking great, man. Now what the fuck are we supposed to do? Game over, man. It's game over. Ok. Les employés de Wayne Security vivent à Charm City. Je vais vous le refaire avec l'accent. Les employés de Wayne Security vivent à Charm City, où ils doivent trouver des solutions pour aider les citoyens de tous les jours dans ce monde infesté de super-héros. Bah oui, parce qu'ils se fracassent, il y a des trucs qui tombent, il faut protéger un peu les citoyens normaux comme vous et moi, quoi. Donc en fait, on suit le quotidien de cette équipe qui est censée gérer la sécurité des gens au niveau du sol, on va dire, dans ce monde de super-héros. Numéro 4. Donc là, on est d'accord. Je sais, on commence à penser que j'ai une dent envers DC, alors que pas du tout. C'est juste que le dernier film de DC qui m'a bien plu, c'était The Dark Knight. Ça fait un moment maintenant, mais c'est mon avis personnel, encore une fois. Mais bref, cette série, elle est sympa. Non, vraiment. Powerless part sur une idée assez intéressante, parler des gens normaux dans un monde de super-héros. C'est l'idée qu'il y avait déjà eu dans le comics Gotham Central de Ed Brubaker, où tu suivais les flics dans Gotham City. Concept très intéressant. Ici, tourné de manière comique, ça fonctionne. Bon, la série est encore jeune, donc elle n'est pas encore tout à fait sûre de son humour, elle essaye de développer des trucs, mais on sent clairement un potentiel derrière tout ça qui ne demande qu'à évoluer. Mais en aura-t-il le temps ? Note, pour moi, c'est l'un des meilleurs génériques de série qu'on a eu cette année, c'est celui de Powerless. Voilà, je vous invite à le regarder si vous le trouvez, ou si je vous mets le lien quelque part. Et franchement, c'est celui que je préfère. Et on ne sait pas dans quel univers DC ça se passe, parce qu'il y a l'univers DC de la CW, l'univers du cinéma, et comme tout est pas lié, puisque DC ils veulent absolument rien lier, on ne sait pas trop dans quel univers ça se passe. Donc à mon avis, on verra pas de vrais super-héros, Batman et compagnie. À mon avis, vous pouvez faire une croix dessus. Numéro 3. Après un voyage de plusieurs années en Afrique où on l'a cru mort, le personnage incarné par Tom Hardy et héros de Taboo revient à Londres pour l'héritage familial. Son père lui a légué une terre qui est au centre de la guerre entre l'Angleterre et les États-Unis. Né de l'esprit de Tom Hardy et de son père marié au créateur de Peaky Blinders, nous avons Taboo. Un nouveau regard original sur une époque obscure de l'histoire de l'Angleterre. C'est sombre, bien écrit et honnêtement intriguant. Honnêtement, t'as envie en regardant cette série d'en savoir plus sur le personnage et sur le monde qui l'entoure, en espérant que ça reste toujours aussi prenant à l'avenir. L'audimat de cette série paraît assez bon pour être renouvelé tranquillement. Ça reste à prouver, comme c'est géré par les Anglais, on sait pas trop ce qui se passe là-bas, donc voilà, suspense. Mais sur le papier, ça devrait être bon. Numéro 2. Une petite famille vivant dans un petit quartier tranquille qui n'est pas sans rappeler Wisteria Lane doit faire face aux petits tracas de la vie. Je vous vends pas du rêve là, on est d'accord, sur le principe, non. Seulement, la petite variante, c'est que la mère de famille doit bouffer des humains pour survivre. Donc du coup, la famille doit s'organiser pour choper des gens, et les tuer et les filer à la mère pour qu'elle puisse les bouffer. Ah oui, là, vous y attendiez pas, hein. Moi non plus, remarque. What the fuck. Une série comique avec Drew Barrymore, qui a joué dans Scream pour les plus jeunes et E.T. pour les plus vieux. Comment ça, Scream aussi, c'est vieux. Et Timothy Olyphant, dans un esprit proche de Desperate Housewives, mêlé à un bon ratio de gore et d'humour noir. Franchement, c'est super sympa. Et en plus, les épisodes semblent s'améliorer au fur et à mesure. On rit, on vomit, c'est un mix assez original quand même. J'espère honnêtement qu'il y aura une saison 2, parce que rire et être dégoûté à la fois, ça arrive pas souvent. Je vais me répéter, mais promis c'est la dernière fois, on sait pas l'audimat sur Netflix. Donc, suspense des familles. A priori, ça va être renouvelé, je pense. Le créateur parle déjà de plan pour la saison 2. À mon avis, Netflix a dû prévoir le coup, elle aura peut-être signé 2 saisons, ce qui honnêtement, tant est la série, ça serait pas une perte de temps. Et le numéro 1 est
Un télépathe au pouvoir presque incommensurable doit essayer de survivre dans un monde où il y a une guerre terrible entre les humains et les mutants. Oui, c'est dans l'univers X-Men, et oui, le mec en question ne contrôle pas trop ses pouvoirs, ce qui fout un bordel général dans la narration et visuellement aussi. Intéressant, non? Indubitablement le numéro 1 de cette liste. Même si, faut dire la vérité, c'est un poil foutraque et on sait pas trop où ça va encore. Mais soyons clairs, Légion est une merveille. Narrativement, visuellement, c'est une tuerie qu'on croirait sortie tout droit d'un film, et d'un bon. Oui, c'est un peu le bordel comme je disais, mais on a quand même une impression de bordel contrôlé. Et étant donné que ça a été créé par le créateur de la série Fargo, qui est excellente, je suis assez en confiance, perso. Sans aucun doute, c'est LA nouvelle série de 2017 à ne pas manquer. Pour le moment, les téléspectateurs répondent présents, espérons que ça continue comme ça. Voilà, vous savez maintenant tout sur ces 10 nouvelles séries de l'année 2017. Il y en avait plus que ça, bien entendu, je devais quand même un petit peu tailler dans le vif, faut pas déconner. Mais au moins, j'espère que je vous ai aidé à vous faire votre avis sur ces nouvelles séries. N'hésitez surtout pas à commenter juste dessous pour me dire lesquelles de ces séries vous avez vues et ce que vous en avez pensé, sans oublier même de me dire les séries que j'aurais manquées selon vous et que c'est un crime contre l'humanité. Je suis prêt à l'entendre, y a pas de problème. N'hésitez pas à liker la page Facebook de Critique Chronique, la vidéo, mais aussi à partager cette même vidéo, parce qu'on a tous des potes qui vous demandent pendant 40 ans c'est quoi les nouvelles séries, envoyez-moi, je m'en occupe. N'hésitez pas aussi à cliquer ici pour checker la playlist de tous les épisodes que j'ai fait sur des séries télé, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Critique Chronique, et d'ici là, comme d'habitude, amis du soir, bonsoir. Mais quel casse-couille ce chat, je te jure. Arrête de déconner. Gratte pas les portes pour faire chier. Oui, je te connais. Tapis dans l'ombre comme ça. Fais gaffe, t'es que... Marty, je vais te tuer. Marty, si ce que tu fais ça fait du son sur la caméra, je te bute. Le chieur.